Bienvenue dans toutes les France. Le Sénat français, après l'Assemblée nationale, doit adopter la loi visant à pénaliser la négation des génocides reconnus en France, notamment celui des Arméniens en 1915. Quelle est la conséquence de cette loi sur les relations franco-turques? Était-elle nécessaire? Débat avec nos invités. Didier Billion, vous êtes rédacteur en chef de la revue internationale et stratégique, une revue trimestrielle qui a pour thème matières premières et relations internationales, en tout cas pour la dernière édition. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, Denise Unal, vous êtes économiste au Centre d'études prospectives et d'information internationale, le CEPI, et vous allez plus particulièrement aborder les volets économiques des relations franco-turques dans cette émission. Merci d'être avec nous aujourd'hui. De l'autre côté du plateau de toutes les France, Gaïdz Minassian, vous êtes chercheur à la Fondation de recherche stratégique et maître de conférence à Sciences Po Paris, l'Institut d'études politiques de Paris. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Et à vos côtés, Defne Gürsoy. Defne Gürsoy, vous êtes correspondante du quotidien turc Birgun. Birgun, qui veut dire exactement un jour. Un jour. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Alors, retour sur l'adoption de cette loi avec vous. Est-ce que vous pensez qu'il était nécessaire aujourd'hui de pénaliser la négation du génocide arménien en France ? Alors, dans un premier temps, c'est une directive européenne qui a été transposée dans le droit français, qui a été votée en 2008, sous la présidence d'ailleurs française de l'Union européenne. Donc à un moment donné, la France a choisi ce moment-là, alors pour des raisons que l'on peut deviner, on ne va pas se voiler la face, et Paris applique la transposition d'une directive européenne, comme la Slovaquie l'a fait il y a quelque temps, et que d'autres pays vont le faire également. Donc à partir du moment où un État décide d'appliquer une directive, ceux qui sont opposés vont toujours considérer que ce n'est pas le moment, et ceux qui sont plutôt favorables vont considérer que, comme c'est jamais le moment, il faut choisir un moment. Voilà. Alors ça se fait forcément par étapes. D'abord la reconnaissance du génocide, puis la pénalisation de la négation. Alors ça c'est à dissocier parce que la loi reconnaissant le génocide arménien date de 2001, janvier 2001. Et il y a eu une tentative en 2006 à 2 reprises à l'Assemblée nationale. La deuxième était la bonne d'inspiration d'initiative socialiste. La deuxième était la bonne, c'était en octobre 2006. Elle est passée, puis elle a été bloquée après, au moment de l'arrivée de Sarkozy au pouvoir, malgré la promesse de légiférer, etc., contre le négationnisme et de poursuivre de transformer l'essai de l'Assemblée nationale au Sénat. Et donc, pendant à peu près 4 ans, il a bloqué la procédure au Sénat. Et là, à la faveur d'un voyage qui a eu lieu dans le Caucase, il a décidé de relancer l'affaire, puisqu'au mois de mai... Et qu'est-ce qui l'a convaincu tout d'un coup de relancer l'affaire? Je pense que c'est un long débat. C'est la proximité des élections présidentielles. Il y a forcément un effet électoral, mais qu'est-ce qui n'est pas électoral aujourd'hui? Je veux dire, les agriculteurs, les labos pharmaceutiques, les médecins, tout est électoral. Pourquoi plus les Arméniens qu'une autre histoire? Donc en fait, vous dites tant mieux que ces perspectives électorales servent une cause qui pour vous est juste. Moi, je ne suis pas dans une approche électorale personnellement. Moi, je suis là pour analyser la situation et que finalement, regardez, de 2007 à 2012, tous les ans, il y a eu une élection en France. Donc on aurait voulu légiférer sur cette affaire, on aurait toujours prétexté une élection présidentielle. Oui, mais enfin, il y a vous avez 500 000 franco-arméniens sur les municipales, les régionales, les cantonales qui ont eu lieu en municipales en 2008, les européennes en 2009, donc c'était l'affaire aussi avec la Turquie. 2010, 2011, cantonales, régionales, on aurait dit quoi? L'électorat local arménien, etc. Parce que moi, je ne pense pas qu'il y a de vote arménien, mais ça, c'est autre chose. Mais il y a des voies à prendre. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il faut incriminer quelqu'un qui prend une initiative parce qu'il y a une échéance électorale? Mais tous les ans, il y a une échange électorale. Donc on aurait dit la même chose. Didier, tu sais que quand tu es... Puisque vous vous adressez à Didier, voilà, il va répondre. Non, mais je vais lui dire, Didier, quand tu vois les élections municipales, Paris-Lyon-Marseille, l'axe rhodanien, Paris-Lyon-Marseille, et tu t'aperçois qu'il y a de fortes communautés, effectivement, et qu'il y a une municipale, tu sais mieux que moi que les élus vont chercher des voix. Et on aurait dit quoi à ce moment-là, en 2008? On aurait dit c'est pas le moment, mais bon, ça a été fait. Voilà. Il y a plusieurs Didier Billion. Je suis d'accord avec Gates pour dire qu'il n'y a pas un vote arménien. C'est très important parce que cet argument a été souvent avancé dans les polémiques depuis plusieurs semaines. Et les citoyens français d'origine arménienne
ils doivent se répartir à peu près également entre la droite et la gauche, voire le centre. Ils sont divers dans leurs opinions politiques, dans leurs choix. C'est d'ailleurs la preuve d'une intégration des hommes et des femmes d'origine arménienne. Ils sont parfaitement intégrés à la société française. Bon, mais il y a des éléments qui peuvent les toucher de manière un peu plus mais justement, c'est bien là l'important. Oui. Alors, deuxième chose, deuxième niveau de la réflexion, et c'est là où par contre j'ai un désaccord avec Gaïd, un désaccord amical certes, mais me dire qu'on est toujours en période électorale, cela ne tient pas beaucoup. C'est un fait éventuel. Mais il faudrait pouvoir m'expliquer pourquoi aujourd'hui la loi qui a été votée à l'Assemblée nationale le 22 décembre dernier est portée initialement par des députés de droite, mais ça a été voté par les députés du Parti socialiste et quelques autres d'ailleurs, alors qu'au mois de mai dernier, alors que ça a été déposé au Sénat, c'est la même majorité présidentielle qui s'était battue au nom de l'irrecevabilité. C'est pas le Donc, même texte. Quand tu permets, le mois de mai ou le mois de décembre, il y a 6 mois. C'est pas le même texte qui a été voté. Oui, d'accord. C'était sur la pénalisation. Oui, mais le fond de l'affaire, ce n'est pas parce que c'est une directive européenne, c'est la question de la pénalisation, de la négation d'un fait historique. Attends, laisse-moi terminer. On va revenir sur la question de la pénalisation. Politiquement, il est tout à fait intéressant. Alors que le contenu fondamental est le même, la même majorité présidentielle refuse au nom de l'irrecevabilité au mois de mai dernier, il le fait voter au mois de décembre. Et là, incontestablement, il est vrai que le voyage de M. Sarkozy au Caucase, et notamment à Erevan au mois de septembre dernier, début octobre, octobre dernier, où il avait dit dans l'avion, et ça n'a pas été démenti, je vais lancer une grenade dégoupillée sur cette question, exigeant de la Turquie qu'elle évolue sur son rapport à la question du génocide et que si elle n'obtempérait pas, vous allez voir ce que vous allez voir, moi je vais accélérer une procédure de vote. Alors dans ces cas-là, on comprend bien que cet électoralisme n'est pas au sens de la conquête du vote arménien, cet électoraliste au nom de la turcophobie qui existe dans ce pays, qui est largement alimenté par M. Sarkozy dans sa chasse aux voix, notamment sur les terres du Front National. Bon, je réponds juste 30 secondes à Didier. Ce n'est pas le même texte qui a été voté entre le mois de mai et le mois de décembre. Non, mais c'est vrai, regarde bien les deux textes. Oui, non, mais d'un côté, si tu as vu, tu as bien dû voir que ce n'est pas le même. Au mois de mai, non, c'est pas le même. Non, c'est pas le même. Au mois de mai, c'est une loi à part entière sur la question arménienne. Au mois de décembre, ça n'a rien à voir avec le mot arménien n'est même pas cité dans la proposition. Oui, c'est-à-dire que c'est la négation des génocides qui sont reconnus par la loi. Et quels sont les génocides qui sont reconnus en France ? La Shoah et le génocide arménien. Alors, sur la Shoah, il y a déjà un texte de loi qui a été voté en 90, et donc il n'y en a plus qu'un, c'est celui qui concerne l'Arménie. Donc il n'y avait pas de directive européenne. On est entre nous. Qu'est-ce que ça représente ? Alors vous êtes entre vous, mais comme il y a quand même un certain nombre de personnes qui nous regardent et qui souhaitent comprendre et décrypter cette question, Monsieur Minassian, qu'est-ce que ça représente pour vous en tant que Français d'origine arménienne, le vote d'une telle loi aujourd'hui ? Beaucoup de choses. Déjà, la reconnaissance pour la dignité et le droit à la mémoire des victimes, même si je pense que ce n'est pas une loi mémorielle, j'y reviendrai dessus. Deuxièmement, ça a été voté il y a 10 ans, la reconnaissance du génocide. Oui, mais là, c'est le respect de la mémoire. Ce n'est pas la reconnaissance, c'est le respect. Moi, je pars du principe que, et je vais vous dire pourquoi je suis d'accord avec cette loi, on n'a pas le droit, on a le droit d'être raciste, malheureusement, ou d'être xénophobe, intérieurement. Mais on n'a pas le droit de le dire, heureusement, dans l'espace public. Il faut le garder pour soi. Malheureusement, c'est un moindre mal. On aimerait qu'il n'y ait pas de racisme, qu'il n'y ait pas de xénophobie, etc. Mais malheureusement, c'est comme ça. Chacun a le droit d'être raciste, xénophobe et négationniste. Mais dès qu'on est dans l'espace public, on n'a pas le droit, heureusement, d'être raciste, de porter des propos xénophobes et d'être négationniste. C'est tout le sens de la loi. Et à un moment donné, le législateur doit cadrer un petit peu la chose. Pourquoi ? Parce qu'il y a un risque, une menace à l'ordre public. C'est vrai, il y a eu des cas, je veux dire, vous pouvez aller sur Internet, la liste des actes négationnistes en France, ce n'est pas 3-4. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que malheureusement dans cette affaire, on approche toujours la question avec, je dirais, approximation, maladresse, idées préconçues, idées reçues. Personne ne met le nez dans l'affaire arméno-turque. Personne. Moi, j'en connais plein des gens qui parlent à droite à gauche et qui ne savent pas ce que c'est, ce que ça veut dire. Et là, ils se mettent à parler, etc., etc. Ils ne comprennent pas le sens. Il y a un effort, il y a un aspect fondamental arméno-turc qui ne peut être compris que par les Turcs, que par les Arméniens. Alors pourquoi les députés français légifèrent ? Alors pourquoi les députés français légifèrent ? On répond à cette question centrale juste après le retour, Monsieur Minassian, sur les faits et le vote de cette loi par l'Assemblée nationale le 22 décembre 2011. Regardez.
Une loi contre la négation du génocide en France. Voilà qui déclenche la colère de la Turquie. Ankara n'a jamais reconnu le génocide arménien de 1915. Première réaction à Paris de l'ambassadeur turc. Il faut que vous sachiez, comme aujourd'hui notre Premier ministre a répété, la Turquie ne connaîtra jamais cette histoire concernant le soi-disant génocide arménien. L'ambassadeur est rappelé en Turquie, c'est la crise ouverte avec la France. Le Premier ministre turc est virulent. Recep Tayyip Erdogan s'en prend au président français et parle de calcul électoral. Il s'agit d'attiser la turcophobie et l'islamophobie pour assouvir des ambitions personnelles et marquer des points en prévision des élections. Cela est source de préoccupation, non seulement pour la France, mais aussi pour les valeurs de l'Europe. Erdogan va plus loin encore et accuse la France d'avoir commis un génocide en Algérie. Les relations politiques, économiques et militaires sont suspendues. Le président Sarkozy réagit. Chaque pays doit faire l'effort de revisiter son passé. La France ne donne de leçons à personne, mais la France n'entend pas en recevoir. Je respecte les convictions de nos amis turcs. C'est un grand pays, une grande civilisation. Ils doivent respecter les nôtres. Loin de ces crispations, l'Arménie a exprimé toute sa gratitude à la France qui a adopté la proposition de loi contre la négation du génocide. Defne Gürsoy, c'est une affaire exclusivement arméno-turque ? Pas du tout. Moi, je pense que ce n'est pas une affaire arméno-turque du tout. Tout d'abord, même avant d'être arménienne, je pense que c'est une histoire turque. Parce que le travail de mémoire qui doit se faire, c'est un travail qui doit se passer en Turquie. La négation du génocide, quand vous prenez la définition du génocide par Lemkin de 1948, pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui en Turquie, c'est évident que ça tombe exactement dans la définition de Lemkin, c'est un génocide. En revanche, bon, il y a bien sûr des moyens pour dire que ce n'était pas la même chose que la Shoah, etc. Je ne discute pas la nature de ces massacres que moi-même qualifie depuis plusieurs années comme génocide. En revanche, là où je diverge avec Gaïd, c'est que cette loi est effectivement contre-productive. Contre-productive pourquoi ? Pour nous autres, en Turquie, qui essayons de lever le tabou sur le débat, ne serait-ce que sur le débat des massacres, je ne parle même pas de génocide en Turquie, souvent en étant quand même mis dans la ligne de mire et devenant des cibles de cyberattaques, etc. Comment se fait-il qu'il n'ait pas levé jusqu'à maintenant ce tabou dont vous parlez en Turquie ? C'est une longue histoire, mais très brièvement, je pense que la parole a été libérée malheureusement par l'assassinat de Hrant Dink en Turquie. Et ça, c'est un retour. Et il n'y a plus de retour, si vous voulez, sur la liberté de parole aujourd'hui. En revanche, cette loi va non seulement fragiliser nous, les uns les autres, qui militons pour une certaine reconnaissance, mais même au-delà de la reconnaissance, quand j'entends l'ambassadeur dire jamais, j'espère que nous pourrons quand même avancer un peu plus vite que ça, et ce jamais ne sera pas avéré. Mais le problème, c'est que le tabou, comprenez que le peuple turc, les gens, les monsieur, madame, tout le monde, ne savent même pas, ne savaient même pas jusqu'à sans doute très récemment que cette page noire de l'histoire de leurs ancêtres. Ça a peut-être servi à ça. Si une loi en France sert à réveiller les consciences en Turquie, ça peut être tout à fait perçu. Est-ce que vous pensez qu'une loi là où nous sommes en train de faire des débats avec le plus grand nombre de la population, n'oubliez pas que la Turquie est un pays quand même de 75 millions de gens qui sont beaucoup de tendances conservateurs et très nationalistes. Oui. Je ne vois pas du tout... Donc ce qui prime, ce n'est pas la reprise de ce débat, mais bien le thème de l'immixtion dans les affaires intérieures turques. Non, ce n'est pas tout à fait ce que je veux dire. Dans l'immixtion des affaires intérieures turques, en fait, pour tous ceux qui nient
ce génocide, pour tous ceux qui vont continuer à nier, et en disant qu'en fait, en plus, vous savez, ça va encore beaucoup plus fort que la négation, parce qu'il y a une grosse partie de la population qui dit que c'était le contraire. En fait, il y a des choses... Juste un peu. Attends, j'ai pas fini. Moi aussi, je voudrais prendre la parole après. De toute façon, c'est-à-dire, l'important, c'est que ce débat qui a avancé quand même en Turquie, pour nous, ça va être très difficile de pouvoir en débattre publiquement, à cause de la loi ouvertement. française. Bien sûr, parce que cet élan nationaliste est en train de nous étouffer, si vous voulez, d'étouffer le débat. Et Il était là avant, l'élan nationaliste. Denise Ounal. Voilà, je voudrais expliquer pourquoi peut-être en Turquie c'est un problème important. Pourquoi on n'arrive pas à en parler? Pourquoi on refoule ce problème? Parce que là, en voyant depuis la France, on dit mais pourquoi un grand pays comme la Turquie ne reconnaît pas son histoire? Or, l'histoire de la Turquie est une histoire compliquée, d'une peut-être grande civilisation, mais actuellement d'un pays de tiers-monde en même temps. Bien sûr, c'est un pays, c'est un grand émergent, c'est un grand pays émergent. 8% de croissance. Ça dépend. Je suis bien placée pour comment classer les pays selon. Voilà. Je veux dire, c'est une évidence que c'est plus un pays. Mais est-ce que je pourrais m'exprimer aussi? Je vous en prie. Merci. Alors, ce que je voulais dire, moi, je veux parler de la difficulté qu'on peut avoir pour reconnaître des crimes que l'on peut commettre et pourquoi, depuis la France, on peut apercevoir les choses un peu autrement qu'en Turquie. Alors, si on revient un peu à l'histoire, déjà, on parle de deux pays, de l'Empire ottoman et de la Turquie. Et le génocide arménien, c'est en 1915, et peut-être c'est sur plusieurs années. Oui. Et au moment où ça s'est passé, nous étions un empire ottoman. Exact. Et l'empire ottoman a perdu la guerre, la Première Guerre mondiale, et en 1920, elle a été, excusez-moi, il a été complètement démembré. Ouais. Et il en restait un petit village pratiquement qu'on peut limiter à une petite ville d'Ankara. Et là-dessus, il y avait eu plusieurs autres territoires. Donc les Turcs ont mené contre les Alliés à l'époque une guerre d'indépendance. Et après, ils sont entrés dans une période de fermeture complète jusqu'aux années 70. Donc depuis les années 20 jusqu'aux années 70, ils n'ont pas eu beaucoup de relations avec le reste du monde tout en essayant de s'occidentaliser. Mais pendant tout ce temps-là, l'Europe, le monde occidental, c'était un miroir où on voulait se voir, mais en même temps, c'était des ennemis qui avaient quand même acculé l'Empire ottoman à un démembrement. Et les Arméniens se trouvent en plein milieu de cette histoire. Reconnaître peut-être ce qui s'est passé avec les Arméniens, c'est aussi se souvenir de ce qui s'est passé à l'époque-là. Que la Turquie était tout un petit village, quoi. Donc ça se coupe. Il y avait plus d'Arméniens à cette époque-là en Turquie. Un instant, ce que je veux dire, après, maintenant, où est-ce qu'on se trouve? Attendez, laissez-la terminer. Moi, j'ai voulu seulement intervenir en économie, mais monsieur m'a dit que non, c'est un endroit où on peut débattre. Si vous voulez qu'on parle d'histoire, moi je suis historien. D'accord, mais vous allez réagir. Peut-être que je perçois mal l'histoire, mais c'est ma perception. Et je suis ici en tant que Denise Ounal. Et je voudrais juste terminer. La Turquie, c'est pas comme l'Allemagne. Elle n'a pas été jugée, elle n'a pas été prise sur le fait. C'est après coup que nous parlons. Et actuellement, l'âge moyen en Turquie, c'est 28 ans. Oui. Comment faire reconnaître à des gens qui n'ont jamais vu de leurs propres yeux, à qui on leur a raconté autre chose? Alors, attendez, et même au sein même de leur famille, ils ne peuvent pas parler de ça. Comment les faire reconnaître? Oui, mais dans les pays, il y a beaucoup de jeunes, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas leur expliquer l'histoire, ce qui s'est passé. Oui, mais il existe quand même des... Excusez-moi, ça dépend comment l'histoire est enseignée dans les écoles. Oui. À cet égard, la Turquie n'est certes pas un exemple de la démocratie, mais quand vous voyez d'autres pays de la région, c'est pas quelque chose de très différent. On ne va pas le faire. Non, seulement je veux dire qu'on peut peut-être reconnaître le temps d'évolution au peuple. D'accord, il faut laisser du temps. Et si je prends moi, en tant que femme en Turquie, on a donné des droits aux femmes bien avant les Françaises, au début des années 30. Oui, mais les droits ça ne suffit pas de mettre des lois. Il faut que
Pour que les libertés et la démocratie puissent fonctionner, il faut que ça vienne vraiment, comme Daphné disait, à l'intérieur même des Turcs. D'accord, il faut que ça vienne de l'intérieur du pays. Vous allez réagir Exactement. tranquillement. Didier Billion, juste sur ce point historique, est-ce qu'il peut justifier le fait de ne pas aborder cette thématique aujourd'hui en Turquie? Non, ce n'est pas ça le problème. Ce que je pense fondamentalement, c'est que la société turque, elle est en train de se modifier rapidement. Mais nous savons très bien que ce soit en Turquie ou dans tout autre pays, le travail sur la mémoire, la réappropriation de son passé est une des choses les plus compliquées et des plus lentes. Ce que je constate, et je prendrai référence sur un point très précis, c'était à la fin de l'année 2008, il y a 4 intellectuels turcs qui sont des amis proches que nous connaissons bien, qui ont fait une pétition. À l'intérieur de ce texte, il n'y avait pas le mot de génocide, mais ce texte commençait par « Nous demandons pardon à nos frères arméniens ». Cette pétition a une énorme importance symbolique et politique. Elle n'a pas eu le nombre de signatures que les initiateurs eux-mêmes escomptaient. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, 3 des 4 initiateurs ont fermement condamné la loi qui a été votée au Parlement, à l'Assemblée nationale française le 22 décembre dernier, parce qu'ils considèrent que dans le combat qu'ils mènent dans des conditions assez difficiles, moi j'en connais bien personnellement ces 4 initiateurs, menaces de mort, pression sur eux, ils ont continué leur combat courageusement, et aujourd'hui ils considèrent eux-mêmes que ça va à l'encontre des intérêts du peuple turc qui doit se réapproprier son histoire en sa complexité. Vous êtes en train de me dire en quelque sorte qu'il y a une évolution qui s'opère dans la société turque en Turquie en général, une maturation sur ces thématiques, et qu'en France, il y a une autre étape qui a été déjà franchie depuis un certain nombre d'années, qui fait qu'on peut parler de ces choses-là autrement. Donc il y a cette confrontation-là. On en parle difficilement en France, parce que je considère pour ma part que la période coloniale, nos rapports à la guerre d'Algérie, on ne les a toujours pas digérés en France. Je considère, rappelez-vous, c'était en 2005, il y a eu cette fameuse loi en France qui indiquait la nécessité d'enseigner, c'est voté au Parlement, d'enseigner les vertus positives de la période coloniale française. Il y a eu beaucoup de débats à ce propos. Et c'est le Conseil constitutionnel, à la demande de Jacques Chirac, qui a retiré ce morceau de la loi. Cela prouve que notre rapport à notre passé récent, à notre passé colonial, n'est pas digéré. Donc c'est pourquoi j'insiste sur le fait que pour tous les États de la Terre, dignes de ce nom, le travail de mémoire, il est compliqué parce qu'il est douloureux. Alors il est parfois plus douloureux pour certains qui ont subi dans leur chair des horreurs. Et je comprends en ce sens que les Arméniens ou les descendants des Arméniens aient une douleur qu'il faut arriver à surmonter. Ça, je n'en discute même pas, c'est une évidence. Mais en ce sens, et je termine là, la loi de 2001, la reconnaissance des génocides, du point de vue des Français, de la République française, me paraît suffisant. Il fallait s'en arrêter là. Alors, je vais répondre à 3 amis. D'abord, j'ai voulu insister sur le côté arméno-turc, sur le côté psychologique. Donc, j'y reviendrai, mais ce n'est pas par rapport à la loi. Mais je vais y revenir plus tard. Deuxièmement, effectivement, c'est l'Empire ottoman avec les jeunes Turcs. Ça s'est passé sous l'Empire ottoman. Les jeunes Turcs ont planifié, organisé, perpétré, commis ce génocide. Et d'ailleurs, même Mustafa Kemal parle d'un acte honteux. Il y a même eu des procès des unionistes en 19 qui ont été condamnés par contumace parce qu'ils étaient tous ensuite en Allemagne, en Italie, etc. Donc, je veux dire, c'est même pas la Turquie d'aujourd'hui. Il faut se rendre compte. Simplement, Kemal, quand il est arrivé au pouvoir et qu'il a imposé sa vision des choses et la République moderne turque, il a, si vous voulez, étouffé l'histoire. Il n'a pas étouffé l'histoire. Il l'a étouffé après avoir pris le pouvoir, quelques années après, et en 1926, il y a les premières lois du non-droit au retour pour les personnes qui ont quitté la Turquie entre telle époque et telle époque, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que le négationnisme est devenu un axe de la diplomatie de la Turquie moderne. Et là où c'est très important, c'est que quel que soit le régime en Turquie ou de l'Empire ottoman, que ce soit Abdülhamid II, que ce soit les jeunes Turcs, que ce soit Kemal ou l'AKP aujourd'hui, c'est quasiment le même discours. On a encore vu là l'ambassadeur, donc aujourd'hui, l'ambassadeur turc, c'est le même discours sur la question arménienne. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. En fait, depuis 1878, le traité de Berlin, etc., de San Stefano, la Turquie a, vis-à-vis de la question arménienne, la politique suivante. Un pas en avant, je tends la main, 2 pas en arrière. Oui, mais justement, est-ce que ça ne doit pas être réglé en Turquie? Est-ce qu'en France... Je vais vous dire pourquoi. Attends, je vais vous dire pourquoi c'est important de le régler à l'extérieur. C'est pas le même discours. Aujourd'hui, quand on dit que l'ouverture en Turquie, aujourd'hui, c'est l'impasse en Turquie.
C'est l'impasse, que ce soit les Kurdes, les Chypriotes ou la question arménienne, c'est l'impasse. Oui. On dit sans cesse, comme une vitrine. Attendez, ça n'a aucun rapport. Laissez-les terminer. Non, laissez-les terminer. Je finis. On nous dit par exemple, à juste titre, j'ai soutenu l'initiative à son époque, 30 000 signataires, l'appel des 31 000 ou 32 000 si vous voulez, etc. On ne parle jamais de la contre-pétition de 700 000 signatures, du non-pardon. On ne parle jamais. On parle toujours de cette pétition des 30 000, qui est fortement importante. Oui, mais attendez, ça veut dire quand même quelque chose, cette histoire de 700 000, on n'en parle pas. Moi, bien sûr, Ahmet Insel, je le connais bien, c'est un ami. Cengiz Arta aussi, c'est un ami, etc. Mais même eux, ils le disent, on n'en peut plus. On n'en peut plus Alors, on va laisser réagir. On ne va pas faire parler les absents. Mais simplement, je tiens à dire pourquoi il faut, à mon avis, faire pression sur la Turquie, parce que ce n'est pas sur la société turque, pas sur, je dirais, le peuple turc, mais sur l'État turc. Il faut faire pression parce qu'on n'a pas d'autres moyens. D'accord. Juste. Gaït, tu sais bien quand même que c'est la société civile turque qui est arrivée à ce point-là, mais très rapidement. Tu sais bien que les choses ont évolué d'une manière phénoménale depuis 5 ans. Oui. Et Rajib Sarakourlou en prison. Oui, mais attends, ça c'est autre chose. Mais laisse les autres parler. Hein. Le problème, il est effectivement là, côté arménien. Le problème, quand il y a une négation générale de tout un peuple qui a perpétué quand même ces massacres, c'est que ceux qui ont subi les rescapés ont du mal à faire leur deuil. Et c'est pour cela que ces lois, surtout celle de 2001, et jusqu'à un certain point, je comprends effectivement la nécessité pour les Arméniens de faire leur deuil avec ce qui s'est passé. Avec une négation, ce deuil, c'est comme si votre plaie était tout le temps ouverte. Ça, je comprends et je le ressens profondément. Ça, c'est la psychologie. Le génocide, c'est pas moi. J'ai la modestie de dire que le génocide, c'est mes grands-parents. Moi, je suis né en France, à Versailles. Non, attends. C'est important. Moi, je suis né en France, à Versailles. Je suis un enfant de la République. Tu parlais pas de toi. Non, mais justement, tu souvenais en disant les Arméniens. Moi, je suis français d'origine arménienne. Moi, la modestie de dire, c'est que le génocide, ce sont mes grands-parents. Après, il y a une histoire, il y a une transmission, et il y a un travail de mémoire que les Turcs doivent faire, mais qu'aujourd'hui, en Turquie, je suis désolé, en Turquie, malheureusement, le pouvoir de la KP est en train de verrouiller, le débat. Voilà. Alors nous avons eu, surtout sur la question arménienne, hein, sur le débat sur le génocide arménien, on a eu quand même une merveilleuse étincelle d'espoir, une lueur d'espoir, parce que très récemment, le Premier ministre turc Erdogan a fait des excuses officielles pour le massacre de Dersim, des Kurdes de Dersim des années 30. D'ailleurs, on parle de 1915, mais nous savons bien que les massacres ont commencé en 92, 93, 94, 1800. Donc après, il y a Adana qui est avant 1915, en 1905, etc. Pardon, 1909. De toute façon, ce n'est pas pour démanteler l'anatomie d'un génocide ou des massacres, mais on s'est dit, mais voilà, c'est pour une fois, on ouvre un débat sur une autre plaie qui est aujourd'hui, excuse-moi, mais c'est la plaie la plus ouverte de la Turquie, c'est son problème kurde, qui n'a jamais été résolu et qui n'est pas prêt d'être résolu avec tout ce qui se passe. Donc, on a eu cette lueur d'espoir, pour terminer, on a eu cette lueur d'espoir avec les pardons officiels d'un Premier ministre turc pour la première fois sur des massacres contre les Kurdes, et on s'est dit, c'est parfait, ça va nous ouvrir encore plus. Mais cette loi va être impossible, et ça fragilise aussi nos amis arméniens.